d'être parmi vous ce matin. Je pense que c'est effectivement important de se parler, important de dialoguer. Alors, c'est pas parce qu'on est, je dirais, maître d'ouvrage, département, région ou même pour les communes, qu'on n'a pas le droit de parler aux entreprises. Parce que parfois, on se dit, oh là, faut surtout pas échanger, il faut pas parler, parce qu'après, on va être accusé de ceci, de cela. On est dans une société qui se judiciarise tellement qu'on a un peu la trouille de tout. Parfois, à juste titre. Donc, effectivement, le département, aujourd'hui, est investit beaucoup. C'est une constante, je dirais, chez nous. Alors, même si on a traversé des périodes difficiles, parce que ça, vous l'avez dit, finalement, quand on regarde ces dernières années, le mandat présidentiel, on a eu les Gilets jaunes qui ont perturbé l'activité, qui ont perturbé un petit peu le fonctionnement de notre société. On a eu la crise sanitaire qui a aussi perturbé, mais on s'est vite adapté. Et vous êtes vite adapté. Je pense que j'ai souvenir, moi, d'un gros chantier que nous avions, la construction d'un collège sur Orléans, le collège Orléans-Nord-Est, où il a fallu d'abord le coup d'arrêt au mois de mars, puis après, l'adaptation, et les entreprises se sont vraiment adaptées et ont vraiment su faire preuve d'agilité pour pouvoir s'adapter à toutes ces consignes parfois difficiles à appliquer. Et puis là, la crise que nous vivons aujourd'hui, pleine d'incertitudes aussi. Je pense que cette guerre qui est en Europe aujourd'hui nous inquiète tous, parce que qu'est-ce qui va, jusqu'où ça va aller. L'escalade, on la voit arriver, on l'a vu arriver. Moi, j'étais de ceux qui ne croyaient pas du tout à cette invasion, honnêtement, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de politiques. Et puis finalement, on a vu qu'il était capable, le président russe était capable d'avancer. Donc voilà, ça c'est source d'inquiétude. Donc quand je vous ai dit ça, bon, localement, effectivement, je vous l'ai dit, le département investit l'année dernière, on termine une année avec un taux de réalisation important, on est à 167 millions d'euros sur 2021, donc ça veut dire que c'est en maîtrise d'ouvrage directe sur la construction de nos bâtiments, sur la construction de nos routes, nos investissements sur le domaine routier, que ce soit aménagement de sécurité, que ce soit, je dirais, un petit peu quelque chose sur le pont de la déviation de Jargeau quand même, ça je peux pas louper. Et puis 2022, on est toujours sur la poursuite de ces investissements. On avait un projet de mandat qui était assez ambitieux, le précédent mandat, donc évidemment les projets continuent à courir, puisque là on inscrit pratiquement 200 millions d'euros, on est à 197 millions d'euros inscrits sur le budget 2022. C'est sans précédent, c'est parce qu'on a aussi de la volonté de faire aboutir tous ces projets, et puis d'aménager le territoire aussi, tout simplement. Donc répondre à des besoins qui sont en termes de bâtiments, bon, on l'a vu, des constructions de collèges, on a vu aussi des gros travaux de rénovation de collèges, hein, si je reste dans le bâtiment, avec tout ce souci aujourd'hui d'économie d'énergie, de diagnostic thermique, mais derrière un programme de rénovation thermique de nos bâtiments qui va s'engager, ça aussi. Je pense qu'on est tous, évidemment, on a tous ce devoir de respecter notre environnement et d'être dans, je ne sais pas si on dit une croissance verte, mais en tout cas dans une transition écologique comme on veut. Parfois les mots sont un peu importants. Et puis, on a aussi les investissements qui se font à travers notre soutien aux communes. Et ça, je pense que Pauline Martin en dira plus que moi à ce sujet-là. Ouais, et donc sur nos routes aussi, moi, quelques mots quand même sur la déviation de Jargeau, qui est vraiment pour nous un projet structurant pour le département. C'est une infrastructure lourde qui est mise en place, qui avance lentement. Et ça m'amène à dire que quelque part, on est tous sensibilisés aux problèmes de protection de l'environnement, évidemment. Et la loi protège. Les lois successives s'accumulent pour pouvoir toujours protéger nos milieux, protéger l'environnement, protéger à la fois, je dirais, la biodiversité, mais aussi les habitants des secteurs traversés. Et là, on voit un projet qui court depuis une vingtaine d'années. Nous sommes, je dirais, maintenant dans la phase de travaux et on voit encore des procédures qui s'accumulent. Je dirais quelque part des excès de procédures aussi, puisque un exemple, c'est-à-dire que toutes nos démarches sont faites, je dirais, au coup par coup, à chaque recours, évidemment, une démarche administrative. Et puis parfois, c'est arrivé récemment, on nous dit « Ah ben non, finalement, il y a une loi qui est passée là en 2018 et du coup, vous n'êtes pas en conformité parce que nous, les documents avaient été faits avant. » En 2017. Et s'il n'y avait pas eu tous ces recours qui ralentissent le projet, évidemment qu'on aurait été dans la loi antérieure à 2018. Et du coup, il faut se remettre en conformité. Il y a vraiment, je pense qu'il va falloir un moment que les parlementaires et que ceux qui nous dirigent au plus haut sommet de l'État prennent conscience que
on peut faire de l'aménagement sans être des destructeurs de l'environnement, encore moins aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était un petit peu un ressenti, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de tristesse moi, pour notre pays quand je vois ça. C'est-à-dire qu'on se réfère constamment, pas les opposants à la déviation, se réfèrent constamment à Bénac, ce qui s'est passé en Dordogne, où là, bah oui, le projet est remonté, Conseil d'État, et le projet annulé, alors que les piles de pont avaient été coulées dans la Dordogne. Bon, nous n'arriverons pas à ce point-là et dans le Loiret parce que nos procédures sont, enfin, nos démarches sont solides, notre procédure a été solide, et donc voilà, c'est vous dire aussi quelque part que en tant que maître d'œuvre, bah, on est aussi toujours à suivre fidèlement ce qui se passe au plus haut, et vous derrière, entreprise du bâtiment aux travaux publics, bah, vous en subissez les conséquences aussi. Voilà, donc la problématique de la main-d'œuvre aussi, ça, je pense que c'est un sujet, vous l'avez évoqué pour vous, donc bâtiment, travaux publics, c'est vrai que tu as raison, ces métiers-là n'attirent pas beaucoup, n'attirent plus beaucoup, particulièrement sur le TP, et dans le même temps, bah, nous avons nous aussi un grand nombre de bénéficiaires du RSA, même si on voit une inflexion de la courbe. Je pense que Pauline pourrait peut-être en parler aussi après avec sa casquette départementale qui est en charge du RSA, mais voilà, quand je vous dis, nous, RSA, c'est 100 millions d'euros par an, enfin, c'est 100 millions d'euros hein, donc qu'on met par an pour je dirais, assurer cette politique, assumer cette politique. Et dans le même temps, on sait que vous êtes en recherche de main-d'œuvre. Les collectivités territoriales aussi, le département aussi. Nous avons actuellement plus de 150 postes vacants au département. Sur 2300 postes, on est à 150 vacants. Que faire pour mettre la France au travail, quoi, finalement, pour aller recruter, parce qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas répondre à telle ou telle offre d'emploi. Donc là aussi, c'est un vrai sujet. C'est un sujet sur lequel il va falloir avancer. Il faudra bien qu'il y ait une réforme, à un moment, une réforme du chômage, des réformes qui puissent permettre aussi aux entreprises de fonctionner, et puis à tous ceux qui recrutent, de pouvoir recruter sereinement. Voilà, donc voilà, je ne vais pas aller dans le détail de tous nos projets, parce que après, ça sera certainement... ça sera abordé par à la fois Sandrine Eugène, je crois qu'il y a Eric Gauthier qui vient aussi pour le bâtiment. Mais voilà, vous dire en tout cas que le département poursuit ses investissements. On est sur la transition écologique, on est sur les économies d'énergie, on est sur la partie travaux thermiques sur nos bâtiments, sur nos collèges en particulier. Même dans le domaine de la voirie, des travaux publics, là aussi, il faut être innovant, il faut essayer de rechercher les solutions qui soient innovantes et qui permettent peut-être, je sais pas, d'avoir des revêtements qui sont moins polluants, ou une mise en œuvre en tout cas moins polluante. Donc ça aussi, on est dans cette démarche-là. Et puis une démarche aussi que nous avons lancée, c'est un schéma directeur départemental cyclable aussi. Bon, je pense que je crois qu'on est le seul département à traiter de ce schéma cyclable à l'échelle départementale, parce que ça se fait habituellement à l'échelle d'une commune, d'une agglomération, mais à l'échelle d'un département, c'est très rare. Et c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir se doter d'un schéma complet, départemental, et ensuite que le département puisse investir sur des voies cyclables qui constituent finalement un réseau à l'échelle départementale. C'est un gros chantier. Le schéma, normalement, il nous sera proposé vers le mois de juin ou juillet, et puis ensuite, le conseil départemental l'approuvera vers la fin de l'année pour ensuite une mise en œuvre, mais là, avec laquelle aussi on devra compter sur l'investissement à la fois des communes ou des intercommunalités qui nous mettront à disposition le foncier, parce que là aussi, il y a une question de foncière. Donc voilà, c'est un sujet important pour nous. La question du foncier, pareil, c'est un sujet aussi qu'on peut aborder, parce que la France, c'est ça aussi. On parle de non-consommation d'espaces naturels ou d'espaces agricoles. Donc, ok, on en prend acte. C'est une mesure qui a tout à fait sa pertinence dans la région parisienne, par exemple. Mais chez nous, dans des départements comme le Loiret, encore plus chez mes collègues de Corrèze ou du Cantal, qui sont, eux, tous remontés, parce que ça veut dire concrètement, si on ne bouge plus rien, aujourd'hui, si on ne peut plus toucher aux terres agricoles, entre guillemets, ou en tout cas à tout ce qui est non bâti, finalement, on va figer une situation et il n'y aura plus de développement possible pour ces territoires-là. Donc dans le Loiret, là aussi, si à un moment on arrête tout développement, on le voit arriver un petit peu sur les zones d'activité. On voit bien que les zones d'activité, aujourd'hui, on arrive à saturation sur toutes ces grandes zones d'activité. Et pourtant, la demande continue. Et la demande continue, effectivement. Alors, il faut plus construire comme auparavant, il faut plus ces immenses terrains avec des bâtiments au milieu, il faut peut-être pouvoir densifier.
Mais à un moment, si on arrête toute extension, construire la ville sur la ville, c'est bien. Chaque fois, je laisserai les maires en parler. C'est bien construire la ville sur la ville, densifier. À une époque où les Français ont demandé à avoir un peu plus de terrain, notamment pour la crise sanitaire, pour qu'ils puissent respirer un petit peu et être dehors, non plus dans des grands ensembles. Comment on fait? Il y a une équation là qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut construire la ville sur la ville, il faut densifier. Et puis après, il faut aussi, les Français aspirent à avoir un peu de terrain. Il faut densifier, et puis en même temps, il faut... quand il y a la circulation routière, je reviens encore à ma vieille marotte, certainement, quand il y a de la circulation routière, des camions qui passent dans les centres-villes, des voitures, on nous dit, il faut dévier. Et quand on veut dévier, parce que pour faire passer, évidemment, tout ce flux routier ou poids lourd en dehors des villes, on nous dit, attention, là, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Alors, on fait des démarches qui durent 20 ans. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On comprend que les communes veuillent se réapproprier leurs espaces vers leur centre-bourg. Quoi de plus normal? On a le cas sur Saint-Denis-Hôtel, Jargeau-d'Arvois, les maires veulent se réapproprier leur centre-bourg. Donc du coup, la déviation, pour eux, elle est indispensable. Et dans le même temps, on ne peut pas le faire. Enfin, on ne peut pas le faire. On patine à avancer. Voilà, ça c'est des petites... quand je vous dis ça, vous dites, oui, vous êtes observateur. Je crois qu'on peut être tous acteurs quelque part aussi en politique. Quand on est en démocratie, on est tous acteurs, on a tous un bulletin de vote. Mais à un moment, voilà, il va falloir aussi qu'on puisse éviter que le balancier parte d'un côté trop loin, qu'il revienne ensuite. Et je pense qu'il faut quand même avoir une juste mesure. Voilà, donc... Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à toutes les questions que je ne vous ai pas posées, puisque le jeu des questions-réponses, j'en garde une néanmoins pour la fin, pardonnez-moi. Erwan et Aymeric parlaient tout à l'heure de et de la transparence, et de la solidarité, et éventuellement du partage des charges, des augmentations, etc. Je sais ô combien, et je parle sous le contrôle de Pauline Martin, qui gère les cordons de la bourse au département, ça ne doit pas être simple. Malgré tout, vous continuez les investissements. Je sais que vos relations avec les deux fédérations sont particulièrement bonnes dans ce département. Cette idée de transparence et d'échange, c'est quelque chose que vous partagez tous les jours, dans le concret, véritablement, ouais. Au-delà des mots. Oui, bien sûr. Effectivement, lorsqu'on a eu cette crise sanitaire en 2020, on a commencé à parler de révision de prix. Quoi de plus normal? C'est-à-dire qu'il y avait quand même des charges supplémentaires pour les entreprises pour s'adapter justement aux consignes, aux contraintes sanitaires. Donc il y a eu quelques révisions de prix qui ont été négociées et qui ont abouti. Donc après, sur les TP, là, je ne sais pas, les indices, alors là, tu verras, Aymeric, tu verras avec Sandrine, nous on fait confiance aussi quelque part à nos services, puisque, bon, alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de dérive. On a toujours la crainte que, finalement, l'investissement public, alors quand tu dis, Aymeric, que sur le privé, c'est beaucoup plus dur, donc on se dit après, il se rattrape sur le public. Donc c'est un peu ce qu'on peut entendre, mais on ne l'entend pas. Non, mais on a bien conscience des contraintes qui sont aussi les vôtres. Et effectivement, quand on voit des marchés qui ne sont pas stables, des marchés de matériaux qui ne sont pas stables du tout et qui partent à la hausse, évidemment, on se doute bien que pour vos équilibres financiers, parfois il faut accepter ces révisions de prix et puis nous aussi, du coup, signer en bas de la page. Mais voilà, je pense que ça me paraît nécessaire et ça se fait toujours dans le dialogue, dans la construction, dans le dialogue ensemble. Et je pense qu'on peut se comprendre quand on se parle. Merci beaucoup, Président.